peu, comme ça m'évitera les allers-retours. Allez, on est parti. Donc les communications interventriculaires, je vais voir s'il n'y a pas un petit pointeur quelque part. Si, mais bon, si tu as le pointeur, mais pour passer les liens, il faut l'adaptateur pour ton ordinateur. Non mais c'est pas grave, mais il y a un pointeur ou pas? Oui, non. Oui, tu l'as à côté là, le truc noir. Celui-là? Ouais. Non, celui-là. Voilà. Mais pour passer les diapos, il faut le petit... Non mais ça va, le diapo, je vais me débrouiller. Ok. Allez, donc il y aura quelques redites bien sûr avec les précédents orateurs. Donc on va... Voilà, c'est pour que le message rentre, exactement. Donc très vite le plan, on va faire quelques rappels anatomiques. Le traitement chirurgical, évidemment, comment ça se passe, la fermeture des CIV. On verra qu'il y a quelques formes très particulières où la CIV est presque au second plan, mais comme il peut apparaître une fuite aortique, mais on opère plus pour la fuite aortique ou pour prévenir l'aggravation d'une fuite aortique que pour la CIV en fait. C'est des formes anatomiques un peu particulières. Et on verra qu'est-ce qui peut arriver comme problème, bon vous en doutez déjà, hein, après une fermeture de communication interventriculaire. Très vite, l'anatomie. Le problème des CIV, c'est que la nomenclature, malheureusement, est variable d'un pays à l'autre et parfois d'un centre à l'autre. Donc, pour faire simple, celles où il n'y a pas de discussion, ce sont les communications interventriculaires dites musculaires. Là, je pense que tout le monde est d'accord. C'est simple. C'est celles qui sont situées en plein muscle interventriculaire. En gros, on dit que c'est celles qui sont situées au-delà du bord libre de la valve septale de la tricuspide. La caractéristique, on y reviendra sur un autre schéma, c'est que ces CIV musculaires interventriculaires peuvent se situer vraiment n'importe où dans le septum interventriculaire. Ce qui fait que certaines vont être situées relativement médianes, ce qui fait qu'elles seront accessibles au travers de la tricuspide, et d'autres seront situées à contrario très à la pointe du ventricule, ce qui les rend très difficilement fermables par la tricuspide, ce qui oblige à avoir des techniques alternatives, hein, on y reviendra. Une des techniques alternatives, c'est parfois, on est obligé de le faire, d'ouvrir le ventricule droit pour aller fermer ces CIV musculaires dites apicales. Ensuite, l'autre type de CIV, ce sont les CIV dites d'admission, c'est celles qui sont recouvertes anatomiquement par la valve. C'est par exemple les CIV qu'on peut retrouver associés au canal atrioventriculaire complet. Mais elles peuvent être également totalement isolées. Alors, une des problématiques de cette CIV, c'est le risque majeur de bloc auriculo-ventriculaire. Pourquoi? Parce que contrairement aux CIV périmembraneuses qui sont les plus fréquentes, le faisceau de conduction passe sur le bord supérieur de la CIV, des CIV dites d'admission. Et c'est beaucoup plus compliqué chirurgicalement à éviter le faisceau de conduction pour ces CIV-là. Donc il y a un risque plus important de bloc auriculo-ventriculaire. L'autre type de CIV, ce sont les CIV dites conale, conoventriculaire, infundibulaire, supracristal. Alors là, il y a tout un tas de noms. Moi, j'y comprends rien. Anatomiquement parlant, ce qui est important de savoir, c'est qu'elles sont situées dans le Y que vous voyez ici de la trabécule septomarginale. Je suis désolé, les couleurs ne sont pas très jolies. Ce sera plus joli sur le diaporama que vous aurez. Et anatomiquement, comment est-ce qu'on les distingue? Parce qu'on ne le voit pas toujours très bien, là, ce Y de la trabécule septomarginale. Elles sont situées en fait au-dessus du muscle papillaire dit de l'incisie de la tricuspide. La valve septale de la tricuspide est parfois antérieure à une attache musculaire par un pilier qui s'appelle le muscle de l'incisie, et ces CIV sont situés au-dessus. Contrairement donc au dernier type de CIV qui sont les CIV dites périmembraneuses. Alors, le terme périmembraneuse, c'est un terme générique qui signifie rien du tout, parce que si elles étaient que périmembraneuses, elles seraient vraiment toutes petites, hein, parce que la partie membraneuse du septum interventriculaire, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 petit. Les CIV périmembraneuses s'étendent forcément à une autre partie du septum. Sinon, elles seraient très petites et on n'en parlerait pas. Donc ces CIV sont situés, contrairement aux CIV conales, en dessous du muscle papillaire dit de l'incisie, donc de la tricuspide, et très souvent leur bord postérieur est en contact immédiat avec l'anneau tricuspide. Donc cette diapositive
pour vous rappeler ce que je vous disais précédemment, hein, c'est-à-dire que les CIV périmembraneuses ne sont pas uniquement périmembraneuses, mais s'étendent soit vers l'outlet du ventricule droit, soit vers la partie musculaire du ventricule droit, soit vers la partie inlet hein, du septum interventriculaire. Donc une CIV périmembraneuse s'étend toujours vers quelque part, vers quelque chose à l'intérieur du septum interventriculaire. Ce qui fait que ce sont des CIV qui sont souvent très larges et qu'il faut fermer chirurgicalement. L'autre chose importante, je vous l'ai montré ici, hein, bien entendu, c'est le tissu de conduction. Donc le risque de léser le tissu de conduction pour les CIV musculaires, il est quasiment nul parce que même si on l'abîme, c'est une partie très distale du tissu de conduction, donc ça n'entraîne pas réellement de bloc auriculo-ventriculaire. Contrairement au CIV de l'inlet, hein, comme je vous l'ai représenté ici, où on voit bien le faisceau de conduction qui passe au bord supérieur de la CIV, donc à risque de bloc. Et si je reviendrai sur un autre schéma, les CIV périmembraneuses sont plutôt représentés ici hein, par ce schéma. Donc, contrairement au CIV de l'inlet, le tissu de conduction passe au bord inférieur. Donc, je vous avais représenté ce schéma hein, pour vous dire que malheureusement, vous le savez, quand il y a une CIV, il faut toujours se dire qu'il peut y en avoir d'autres, hein, surtout quand on a une CIV à très large shunt et très large débit. De temps en temps, en échographie, ce n'est pas forcément évident de distinguer les autres CIV qui peuvent être associés, mais ça peut parfois être le cas, jusqu'aux formes extrêmes comme ça, dites de Swiss cheese, où on a des trous vraiment partout. Donc, quand on a ce genre de cas, évidemment, à fermer sur. Donc, la seule solution, c'est de faire un cerclage. Et en espérant que certaines CIV vont se fermer, et on y reviendra plus tard pour fermer ce qui reste comme communication interventriculaire. Donc les indications c'est simple. En fait, comment ça se passe concrètement hein? On a généralement une CIV qui est large chez un nouveau-né ou un nourrisson. Donc si on a une CIV qui entraîne une hypertension artérielle pulmonaire, ça se traduit très souvent par des difficultés à la prise des biberons, avec des enfants qui sont polypnéiques et en sueur chaque fois qu'ils tètent. Donc là, il n'y a pas de discussion. Il y a toujours une phase intermédiaire où il y a un traitement par diurétique qui est mis en place, mais ça fait que gagner que quelques jours ou quelques semaines. L'idée, c'est d'aller assez vite à la chirurgie pour fermer le shunt. Et puis il y a l'autre cas de figure où on a des CIV qui sont souvent d'un diamètre un peu plus intermédiaire, qui entraînent un hyperdébit mais sans hypertension artérielle pulmonaire. Et généralement, c'est des nourrissons ou des nouveau-nés qui, pour le coup, vont pouvoir prendre leur biberon sans difficulté. Donc la prise de poids ne va pas poser de problème et on va pouvoir attendre. Et l'autre volant de malade, alors ce sont là pour le coup des enfants, ça peut être parfois des adultes hein, qui ont des CIV vraiment petites, restrictives. Alors généralement ces CIV sont surveillés et c'est encore une source de débat de savoir s'il faut les fermer. Alors le débat il est levé parce que globalement quand ces patients-là ont fait une endocardite sur le shunt, même s'il est restrictif, généralement après une période d'antibiothérapie on y revient pour fermer le shunt. De même, quand s'entraîne une dilatation du ventricule gauche, on a plutôt tendance à aller les fermer pour justement éviter ces dilatations du ventricule gauche qui perdurent et qui parfois s'aggravent à l'âge adulte. Et enfin, les CIV de petit diamètre mais qui entraînent une fuite aortique même minime, c'est une indication à aller à la chirurgie parce qu'on sait qu'avec le temps, la fuite aortique ne va faire que se majorer liée à la déformation de la valve, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est très compliqué à réparer la valve aortique. Donc on se retrouve à aller opérer pour fermer la CIV, mais on est parfois obligé de changer la valve aortique, ce qui est dommage. Alors que quand la fuite aortique est minime et qu'on les prend au début, finalement, c'est toujours faisable de fermer la CIV et de réparer la valve. Donc quand on a un patient, alors ce sont la plupart du temps des nouveau-nés ou des nourrissons chez lesquels une indication de fermeture de CIV est posée, évidemment, vous en doutez, c'est une fermeture sous circulation extracorporelle. Donc je vais passer assez vite dessus, juste pour se concentrer sur la technique.
Et par contre, comme je vous l'ai montré sur la photo, quand on a des CIV multiples ou parfois en cas de contre-indication à la CEC, je pense par exemple à des nouveau-nés qui ont un problème d'hémorragie cérébrale, etc. Et dans ce cas-là, on est amené non pas à aller faire une CEC avec l'héparinémie que vous connaissez, mais plutôt on va faire un cerclage pour limiter le flux, attendre que l'enfant récupère. Et donc reporter à une date ultérieure la fermeture de la CIV sous CEC. Donc comment ça se passe concrètement? Donc on est en CEC. Hein. Alors la plupart des CIV, innettes, périmembraneuses, une bonne partie des CIV trabéculés, même les CIV conales, chez le petit, on va pouvoir les fermer au travers de la valve tricuspide. Donc pour ça, on fait une atriotomie droite, hein, vous vous en doutez, et on arrive à s'exposer au travers de la valve tricuspide que vous avez représentée ici. Ben, juste derrière, on arrive à retrouver la communication interventriculaire. Donc cette communication interventriculaire, la plupart du temps, bon après c'est qu'une question de technique, mais la plupart du temps on les ferme comme vous le voyez ici en points séparés, qu'on appuie sur des toutes petites attelles de feutre que vous voyez ici pour pas que les points déchirent quand on va les nouer tout simplement. Hein. Et on s'acharne à passer les points comme vous le voyez ici sur le bord droit du septum interventriculaire. Pourquoi? Parce que la branche gauche du faisceau de conduction, qui est la plus importante, hein, elle passe sur le bord gauche. Donc si on met des points trop transfixiants ou alors des points qui sont situés un peu trop près de la crête, voire qui débordent sur le bord gauche du septum interventriculaire, il y a un risque majeur de bloc auriculo-ventriculaire. Donc c'est pour ça qu'on met vraiment les points particulièrement au bord inférieur pour les CIV périmembraneuses, en prenant très très peu de tissu pour éviter le BAV qui est la complication quand même, vous vous en doutez, celle qu'on redoute le plus après fermeture de CIV. Bien que ce soit rare, le taux n'est pas malheureusement nul. Donc, bon là c'était pour vous représenter le tissu de conduction, hein, le faisceau de His hein, qui se sépare très vite en deux branches gauches, une postérieure, une antérieure, et la branche droite qui se divise un peu plus loin. Et c'est vraiment celle-ci qu'on veut éviter. Hein. Donc on passe les points sur le bord droit du septum interventriculaire. Alors les CIV d'admission, les CIV d'admission ou de l'inlet, c'est la même chose. Donc je vous l'ai dit, le risque majeur, contrairement aux CIV périmembraneuses, il n'est pas ici sur le bord inférieur de la CIV, mais ici sur le bord supérieur de la CIV. Donc on applique un peu les mêmes recettes que pour les CIV périmembraneuses, à savoir on prend des points les plus fins possibles sur le bord supérieur de la CIV en essayant de rester bien à droite du septum interventriculaire. Mais on peut les fermer au travers de la valve tricuspide. Alors les CIV dites infondibulaires vraies. Donc les CIV infondibulaires vrais, ce sont des CIV où on a très souvent une continuité des deux anneaux, pulmonaire et aortique. Vous le savez que anatomiquement parlant, les deux anneaux, aortique et pulmonaire, sont sur deux plans différents. Vous le savez parce que si vous avez eu des interventions de Ross, c'est grâce à cette petite particularité anatomique qu'on arrive à prélever finalement une autogreffe pulmonaire. Parce que l'autogreffe pulmonaire la valve pulmonaire, en dessous de la valve pulmonaire, il y a un conus, donc une partie musculaire qu'on arrive à détacher et à découper. Dans les CIV infondibulaires, très souvent l'anneau est sur le même plan, avec une absence de conus sous-pulmonaire. Ce qui fait qu'on a, comme vous le voyez ici, des CIV, je suis désolé, hein, ça passe très mal avec le rétroprojecteur, mais on a des CIV dont le bord supérieur, en fait c'est l'anneau pulmonaire en lui-même. Donc comment est-ce qu'on ferme ces CIV infondibulaires vrais, où on a deux anneaux qui sont en contiguïté? Bien, on ouvre le tronc de l'artère pulmonaire. Le bord inférieur de la CIV est fermé de manière classique, hein, puisque c'est du muscle. Par contre, le bord supérieur de la CIV, comme vous le voyez ici, bien, on est obligé de passer les points dans l'anneau pulmonaire en passant donc au ras, anneau pulmonaire, valve pulmonaire. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution pour fermer ce type de CIV infondibulaire. Donc le risque, vous en doutez, c'est de quelque part d'abîmer la valve pulmonaire et de créer une fuite pulmonaire. Bon, c'est souvent bien toléré. Par contre, l'avantage de ces CIV, c'est que le risque de bloc est nul, parce qu'on est situé très haut sur le septum interventriculaire et donc à distance du faisceau de His et des tissus de conduction.
Donc les CIV musculaires, alors là il s'agit d'une CIV musculaire trabéculée, donc qui est située, on va dire, en position plutôt moyenne sur le septum interventriculaire. Donc là, pas de problème. Au travers de la valve tricuspide, on a un jour tout à fait satisfaisant sur l'orifice et on va pouvoir le fermer. Il n'y a pas de risque particulier à ces CIV dans la mesure où là aussi on s'est éloigné du tissu de conduction qui est souvent situé beaucoup plus haut. Donc le risque, comme toute CIV pour le coup, c'est de laisser un petit défect entre deux points et donc de laisser une CIV résiduelle. Sinon, il n'y a pas de risque particulier. Alors, contrairement à ce type de CIV qu'on appelle donc des CIV trabéculés musculaires apicales, qui sont situés sur la partie la plus distale du septum interventriculaire. Donc, fermer ce type de CIV au travers de la tricuspide, vous en doutez, c'est quasi impossible parce que c'est beaucoup trop éloigné de la vision chirurgicale. Donc la seule solution pour fermer ces CIV, c'est de faire, comme vous le voyez ici, une ventriculotomie droite, en restant bien entendu à quelques centimètres de l'interventriculaire antérieur, la coronaire que vous avez ici. Et au travers de cette ventriculotomie, on arrive, après avoir réséqué, comme vous le voyez ici, quelques attaches musculaires qui viennent nous faire penser qu'il y a plusieurs CIV. En fait, une fois qu'on a coupé ces petites attaches, c'est une seule et même CIV. Et à ce moment-là, on peut mettre un patch de manière assez simple pour fermer ces CIV, cette CIV apicale. Et contrairement donc à ce schéma où je vous montrais qu'il y a encore quelques années, on pouvait être amené à fermer les CIV apicales par une courte ventriculotomie gauche de pointe. Bon, ces techniques-là, on les a complètement abandonnées, alors que c'était extrêmement facile. Parce qu'on n'a plus toutes ces trabéculations musculaires côté ventricule gauche. On a vraiment un septum qui est complètement lisse. Donc on voit le septum et le trou, il n'y a pas de bandelette musculaire à couper, c'est vraiment très facile à faire. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, ces ventriculotomies gauche étaient pourvoyeuses d'arythmie ventriculaire et étaient responsables de mort subite indue. Donc bien entendu, on évite, pour ne pas dire on ne fait plus de ventriculotomie gauche pour fermer des CIV apicales. Je vous ai montré ce schéma parce que c'est intéressant, c'est jamais aussi simple que ça, une fermeture de CIV. On peut avoir des cas comme vous le voyez ici, où on a une CIV qui est relativement large, qui associe une CIV finalement périmembraneuse et une CIV plutôt de l'inlet. Donc c'est vrai que l'idée pourrait être de se dire, bien, on met deux patchs pour fermer les deux trous, mais si on fait ça, on met vraiment en danger le tissu de conduction puisque il passe vraiment dans cette bandette musculaire à la partie, et c'est logique, inférieure de la CIV périmembraneuse, mais qui est la partie supérieure de la CIV de l'inlet. Donc la seule solution pour fermer cette CIV sans abîmer le tissu de conduction, c'est de mettre un seul et même patch que l'on va coudre tout autour comme ça de la CIV, si on peut l'appeler comme ça, unique. Donc ça, c'était le rappel des voies anatomiques, mais je crois que c'est assez clair. Donc les CIV périmembraneuses et conoventriculaires, la voie d'abord, en général, c'est l'oreillette droite. C'est très rare qu'on ait besoin de compléter par une courte ventriculotomie. Ça peut arriver pour certaines CIV conoventriculaires isolées parce que les CIV conoventriculaires, c'est souvent associé avec des tétralogies de Fallot, très souvent. Mais les CIV conoventriculaires isolés chez le nourrisson ou le nouveau-né, ça peut être très compliqué à fermer par l'oreillette droite parce que la partie haute de la CIV, elle est vraiment très haut située près de la valve pulmonaire. Donc on peut être amené à compléter du moins la partie haute de la fermeture de la CIV par une courte ventriculotomie droite. Les CIV infundibulaires vrais, on en a parlé tout à l'heure, la voie d'abord élective, c'est l'artère pulmonaire, au travers du tronc de l'artère pulmonaire. L'inlet, c'est l'oreillette droite. Et les CIV trabéculés musculaires, ça dépend de leur position sur le septum interventriculaire. On essaie bien sûr de privilégier la fermeture par l'oreillette droite, mais quand les CIV sont très antérieurs ou apicales, la seule solution, c'est de fermer au travers d'une ventriculotomie droite. Bon, le management post-opératoire, je pense qu'ils vous en ont parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Le management peut commencer avant même qu'on ait déclampé, parce que très souvent, il y a des CIA
ou des FOP élargis qui sont associés. Donc on a plutôt tendance à fermer la CIA ou le FOP que partiellement en laissant un shunt résiduel de quelques millimètres, hein, ce qui permet en cas de crise d'HTAP de décharger droite-gauche. Et sinon, ce qui est important également, c'est la détection après le déclampage des CIV résiduels qui peuvent être liés à un défaut technique qu'on aurait pu malheureusement laisser en place, ou alors à la détection d'autres CIV qui peuvent être associés dans le septum qu'on n'aurait pas vu lors de la fermeture. Donc ce qui est important, c'est d'évaluer ça par l'échographie. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de se passer de l'échographie transœsophagienne, y compris chez les nouveau-nés de quelques kilos. On peut utiliser l'échographie transœsophagienne et c'est le meilleur moyen de détecter des CIV résiduels. Alors après, est-ce qu'il faut revenir et fermer toutes les CIV résiduels qu'on peut trouver à l'échographie? Bon, il y a des CIV de plus de 3 mm de diamètre en bordure de patch ou qu'on retrouve dans une autre partie du septum, il faut y revenir pour les fermer. Sinon, le management en réanimation peut être compliqué. Bon, après, on peut s'aider d'autres petits tests pour voir si ces CIV entraînent un shunt significatif. Ce sont les saturations étagées. Bon, je pense qu'ils vous en ont parlé. Mais l'essentiel, c'est ça, c'est de faire le TO. Au-delà de 3 mm, on y revient, on ferme, terminé. Et je vous ai dit qu'il y avait des formes particulières de CIV qui pouvaient entraîner une déformation de la valve aortique. Et ces CIV, en fait, ce sont celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, les CIV plutôt dites infundibulaires. Pourquoi? Tout simplement pour la même raison anatomique que celle que je vous ai dite. Les deux anneaux sont en contiguïté, il n'y a pas de conus sous-pulmonaire. Donc si on a une CIV qui est située, même petite, immédiatement sous la valve pulmonaire, ça peut déformer par un effet aspiratif la valve aortique. Donc globalement, quand on détecte ces CIV infundibulaires, même si elles entraînent un shunt qui est faible, dès qu'il apparaît une fuite aortique, même minime, c'est une indication à aller fermer ces CIV. Pourquoi? Parce qu'on les ferme assez facilement au travers de la valve pulmonaire. Ça supprime définitivement le shunt, donc théoriquement, tout ce remodelage négatif de la valve aortique, il est stoppé, l'enfant grandira, on n'entend plus parler. Par contre, il y a l'autre cas de figure où on a des CIV infundibulaires où malheureusement, pour des raisons XY, l'enfant a grandi et puis ça n'avait pas été détecté. Et on peut se retrouver avec des fuites aortiques qui sont significatives. Donc à ce moment-là, l'indication, elle est plus tant à fermer le shunt, mais à aller réparer la valve aortique. Et on sait que plus on le fait tardivement, plus la difficulté à réparer est compliquée. Donc l'idée, c'est que très souvent, on a une déformation de la valve, comme vous le voyez ici, liée à une perturbation du flux qui a tendance par un effet Venturi à déformer la valve. Alors ça ne se fait pas en quelques minutes, ça se fait sur des mois et parfois des années. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, outre la déformation de la valve liée à cet effet Venturi, on a très souvent une anomalie du sinus coronaire droit de l'aorte. Ce qui fait que quand on a des déformations sévères avec des fuites aortiques sévères, il faut bien entendu fermer la CIV de l'outlet, mais également il faut aller réparer la valvule, mais également le sinus de Valsalva qui est déformé et affiné. Mais quand on le fait trop tardivement, on n'arrive pas à réparer et parfois on est contraint de changer la valve, malheureusement. Donc les risques, je vous les ai décrits au fur et à mesure, donc c'est juste un résumé. On ne va pas parler d'HTAP, tout ça c'est bon. Donc, les CIV périmembraneuses et d'inlet, il y a un risque de bloc qui est important, particulièrement pour ceux de l'inlet, je vous l'ai dit. Toutes les CIV ont un risque de CIV résiduel qui n'est pas nul. Dès qu'on ferme, il y a toujours un risque de CIV résiduel. Ça, c'est vrai pour toutes les CIV, bien entendu. Donc, les CIV périmembraneuses, comme on a une continuité anatomique très proche avec la valve tricuspide, mais également avec la valve aortique, il y a un risque d'abîmer chacune de ces deux valves quand on ferme ce type de CIV périmembraneuse. Et pour les CIV de l'outlet, mais particulièrement les CIV infundibulaires, il y a un risque
Bon, pour la valve aortique, vous l'avez compris, puisqu'elle se déforme avec le temps, etc. Mais également pour la valve pulmonaire, puisqu'on ferme au travers de la valve pulmonaire. Voilà ce que je voulais vous dire pour les CIV. Est-ce que vous avez des questions? Vous allez manger alors. Allez, à tout à l'heure. Moi j'ai une question. Oui. Le patch que vous mettez, c'est quoi? Il y a plus tout un tas de matériaux. Il n'y a pas de. C'est souvent du péricarde d'origine animale. C'est pas le péricarde? Non. Le péricarde humain, chez les nouveau-nés ou les nourrissons, il est souvent très fin, trop fin. Même si on le traite, il reste fin. Donc on a plutôt tendance à utiliser du péricarde d'origine animale, qui est souple, pas trop épais, mais plus résistant. Mais bon, ça peut être autre chose, hein. Il n'y a pas de règle. La croissance, cette partie-là, en fait, ne grandit pas, donc ça... Non, alors le patch ne grandit pas, c'est le cœur qui grandit autour du patch. Voilà. Et éventuellement, des ruptures, des Non. mouvements, des... À distance, non. Jamais. Après, il y a toujours... Non, mais jamais, parce qu'une fois que c'est endocardisé, c'est fini. Hein. Ça s'endocardise, ça se fibrose. En 3 mois, c'est terminé. Après, il y a toujours un risque de CIV résiduel pour une déchirure, mais ça, on le voit tout de suite. Et l'autre risque qui peut arriver, c'est l'endocardite. Dans les 2 mois post-opératoires, ça, c'est pas exclu. Hein. Mais une fois que c'est endocardisé, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de risque d'endocardite. Tout ça, c'est terminé. Heureusement.